L'immense salle du Conseil galactique résonnait des sons d'une centaine d'espèces différentes. L'air embaumait d'étranges parfums, et l'éclairage s'adaptait aux besoins visuels variés des délégués. C'était la 357e conférence annuelle, et l'ambassadeur John Harris était assis tranquillement dans la section humaine, sa patience s'amenuisant. Le représentant des Tselnar, un grand être à la peau bleue et à 4 bras, se tenait sur le podium central. Sa voix, qui trahissait la voix de l'interprète, résonnait dans la salle. Et une fois de plus, nous nous retrouvons à expliquer les protocoles interstellaires de base à nos amis humains, dit le Tselnar, avec des gestes théâtraux. Peut-être que s'ils consacraient moins de temps à leurs réactions émotionnelles primitives et plus de temps à étudier les procédures de conseil appropriées, nous n'aurions pas besoin de constamment nous adapter à leurs besoins spécifiques. Des rires résonnèrent dans la salle. John Harris sentit son visage s'échauffer. C'était la 5e insulte à peine voilée adressée à l'humanité aujourd'hui. Il regarda son datapad, relisant le message qu'il avait reçu de la Terre 1 heure plus tôt. La décision était déjà prise. Il lui restait juste à choisir le moment. Selnar poursuivit. Nous proposons une période d'étude de 70 ans avant que les humains ne soient autorisés à établir de nouvelles colonies. Leur expansion précipitée menace la stabilité écologique du secteur 7. John se leva. Le mouvement fut si soudain et délibéré que la salle se tut. Ambassadeur Harris, le président du Conseil, a déclaré « Vous avez la parole ». John a parcouru la salle du regard, établissant un contact visuel avec le plus grand nombre possible de représentants. Depuis 300 ans, l'humanité participe à ce conseil. Depuis 300 ans, nous suivons vos règles, adoptons vos technologies et respectons vos limites. Sa voix était calme, mais elle résonnait dans toute la salle, et pendant 300 ans, vous nous avez traités comme des enfants. Des murmures se répandirent parmi les délégués. La Terre m'a chargé de vous informer qu'à partir de maintenant, l'humanité rompt toute relation diplomatique avec le Conseil galactique. La salle s'est mise à vibrer. Certains délégués se sont levés, sous le choc. D'autres ont lancé des questions. La présidente a frappé son marteau à plusieurs reprises. Ce n'est pas une négociation, a poursuivi John une fois le bruit calmé. Ce n'est pas une demande de meilleures conditions, c'est une notification de notre retrait. Il a rassemblé ses documents et s'est dirigé vers la sortie. Les agents de sécurité du Conseil se déplaçaient avec hésitation, attendant des instructions du président. « Ambassadeur Harris », interpella Selnar d'un ton soudain conciliant. « C'est sûrement une réaction excessive. On peut discuter. » « Nous n'avons plus rien à discuter, » dit John sans se retourner. L'humanité trouvera sa propre voie. Alors que les portes se refermaient derrière lui, John activa son unité de communication. « C'est fait, » dit-il. À travers la galaxie, la nouvelle se répandit rapidement. Sur les stations, les planètes et les vaisseaux, les humains recevaient des messages codés de la Terre. La présidente Olivia Martinez apparut sur tous les canaux de communication humains 1 heure plus tard. « Citoyens de la Terre et de ses colonies », dit-elle, le visage sérieux mais déterminé. « Aujourd'hui, nous avons mis fin à nos relations avec le Conseil galactique. Cette décision n'a pas été prise à la légère, mais à l'unanimité des Nations unies et de tous les gouvernements coloniaux. Elle a expliqué comment les réglementations du Conseil avaient constamment freiné le développement humain, comment les droits de douane avaient sapé les ressources humaines et comment le Conseil avait bloqué à plusieurs reprises les propositions de réforme de la Terre. Nous ne déclarons pas la guerre, a précisé la présidente Martinez. Nous nous éloignons simplement d'un système qui ne sert plus nos intérêts. Tous les vaisseaux humains, le personnel diplomatique et les représentants reçoivent l'ordre de retourner immédiatement dans l'espace habité. Aux abords du système Arcturus, le capitaine Frank Collins du Défiant américain a reçu le message lors d'une opération de sécurité conjointe avec les forces du Conseil. « Ordre confirmé », dit-il à son équipage de passerelle. « Nous rentrons. »
Le commandant zaltorien de la mission conjointe apparut sur l'écran de communication. « Capitaine Collins, nous sommes en pleine opération. Vous ne pouvez pas partir comme ça. » Frank regarda le commandant extraterrestre avec un sourire poli. « Regardez-moi. » Le défiant américain se détourna des vaisseaux du Conseil et s'élança à une vitesse supérieure à la lumière, laissant derrière lui les extraterrestres désemparés. Dans la salle du Conseil, des séances d'urgence ont été convoquées. Les espèces dépendantes du commerce humain ont immédiatement exigé des mesures. D'autres ont balayé l'affaire, la qualifiant de simple explosion émotionnelle humaine. Ils seront de retour dans quelques semaines, a assuré le représentant de Selma. Les humains réagissent toujours de manière spectaculaire, mais ils ne peuvent survivre sans le soutien du Conseil. Personne ne remarqua le léger sourire du ministre du Commerce valaxien, tandis qu'il calculait discrètement l'augmentation du prix des métaux terrestres d'ici demain matin. Personne ne prêta attention à l'expression inquiète du chef de la sécurité Centauri, seul à comprendre que les humains n'agissaient pas sous le coup de l'émotion. C'était un calcul, et la galaxie était sur le point de changer. 3 mois passèrent sans aucune nouvelle de la Terre. La prédiction du Conseil galactique selon laquelle les humains reviendraient dans les semaines à venir se révéla fausse. La salle du Conseil, autrefois animée par des débats houleux sur la situation humaine, résonnait désormais de murmures d'inquiétude. Lisa Rivera était assise dans un petit café de la station Nexus, le plus grand centre commercial du secteur 4. Autrefois rempli de marchands humains, le quartier des humains était désormais presque vide. Agent de renseignement infiltré, Lisa observait et écoutait en faisant semblant de savourer sa boisson extraterrestre bleue. Une autre boutique humaine a fermé hier. Un trilaxien à 6 pattes dit à son compagnon à la table voisine « Ça fait 17 cette semaine. »« Ah, si. » Lisa le nota dans son esprit. Le retrait se déroulait exactement comme prévu. Sa mission consistait à observer les effets et à faire un rapport par des canaux sécurisés. Elle paya sa boisson et se dirigea vers la zone d'amarrage. Ceux qui apparaissaient présentaient désormais d'étranges codes d'enregistrement qui perturbaient science les systèmes du Conseil. Les vaisseaux humains avaient commencé à utiliser de nouveaux signaux de transpondeurs, ce qui les rendait plus difficiles à localiser. De retour sur son petit vaisseau, Lisa envoya son rapport crypté. Phase 2. Terminé. La présence humaine avait diminué de 78% dans tous les secteurs du Conseil. L'impact économique commençait à se faire sentir. L'observation se poursuivait. Sur la planète d'origine du Conseil, la situation s'aggravait. Drake, membre du Conseil, un petit être vert aux grands yeux, frappa du poing sur la table. « Cela va au-delà d'une simple prise de bec diplomatique », déclara-t-il au comité d'urgence. Les colonies humaines ferment leurs frontières. Leurs opérations minières dans le secteur Cygnus ont cessé toute exportation. 3 mondes industriels ont cessé d'expédier les pièces dont nos chantiers navals ont besoin. Le représentant de Selna agita les bras d'un air dédaigneux. Ils ne peuvent pas supporter cet isolement. Leur économie dépend des voies commerciales du Conseil. Un spécialiste des données entra dans la salle et tendit une tablette à la présidente. Son expression s'assombrit à la lecture. De nouvelles informations suggèrent que des humains développent des technologies en dehors de nos protocoles, dit-elle. Nos stations de surveillance ont détecté des signatures énergétiques inhabituelles provenant du système solaire. Sur la colonie Vega, autrefois un lieu de résidence partagé entre les humains et diverses espèces du Conseil, le gouverneur Alan Peters supervisa l'évacuation finale des citoyens humains. Les représentants du Conseil observèrent de la situation avec une inquiétude croissante. « Vous ne pouvez pas simplement abandonner vos engagements », dit le responsable valaxien en suivant Alan à travers la place principale de la colonie. Lui qui assurera la maintenance des processeurs atmosphériques et le fonctionnement des installations médicales. Alan s'arrêta et se tourna vers l'alien. « Nous avons formé votre peuple sur tous les systèmes essentiels. Kai. Les documents de transition ont été remis la semaine dernière. Cette colonie fonctionnera parfaitement sans nous.
Mais les accords commerciaux ont été rédigés pour le bien du Conseil et non de l'humanité. Termina Alan. Nous ne sommes plus intéressés par les accords à sens unique. Ce soir-là, le dernier transport humain quitta la colonie de Vega. Des scènes similaires se déroulèrent sur une centaine de mondes. La présence humaine, autrefois répandue dans l'espace du Conseil, s'est réduite vers la Terre et ses colonies les plus proches. Le docteur Samuel Green, travaillant dans son laboratoire sur la Lune, a analysé les données de l'espace du Conseil. Xénobiologiste, il avait passé des décennies à étudier les espèces du Conseil. Il a maintenant utilisé ses connaissances pour rédiger un rapport complet sur l'influence de la biologie du Conseil sur ses structures politiques et sur la façon dont il a systématiquement exploité les humains. Ils ne nous ont jamais considérés comme leurs égaux, expliqua-t-il à un groupe de scientifiques. Leur développement biologique confère à la plupart des espèces du Conseil un plateau naturel dans le progrès technologique. Ils pensaient que nous suivrions le même modèle. Son auditoire acquiesça. La preuve était évidente. Les règlements du Conseil ont été soigneusement conçus pour paraître équitables, tout en limitant subtilement l'innovation humaine. Ils sont maintenant sur le point de découvrir leur erreur, a déclaré un scientifique. Dans l'espace lointain, loin des stations de surveillance du Conseil, le premier test du nouveau système de propulsion humaine a eu lieu. La capitaine Linda Morgan a observé son équipe d'ingénieurs procéder aux derniers ajustements. « Tous les systèmes sont prêts, capitaine », annonça son ingénieur en chef. La nouvelle configuration devrait nous permettre de tripler la vitesse sans utiliser les portes de saut du Conseil. Linda acquiesça. Procédez au test. Le vaisseau ronronna tandis que l'énergie circulait dans des systèmes qu'aucun ingénieur du Conseil ne reconnaîtrait. Pendant des siècles, l'humanité avait appris à utiliser les méthodes du Conseil. Désormais, libérée de ses contraintes, la créativité humaine suivait son propre chemin. Sur une station balnéaire de luxe, un ministre du Commerce du Conseil s'est vu refuser son crédit dans un restaurant haut de gamme. Le gérant a expliqué en s'excusant que les crédits galactiques avaient perdu 15% de leur valeur du jour au lendemain. La monnaie humaine, qui soutenait une grande partie du système de crédit, avait été retirée de la circulation. Ce retrait discret avait des conséquences retentissantes, et le Conseil commençait enfin à paniquer. Le marché central galactique de la station Proxima bourdonnait de voix furieuses. Les marchands se disputaient les prix tandis que les clients se plaignaient des rayons vides. 6 mois s'étaient écoulés depuis le retrait de l'humanité, et les effets devenaient impossibles à ignorer. 200 crédits pour un substitut de café. Un marchand Jackson à 4 bras cria à son fournisseur. L'année dernière, c'était 20. Le fournisseur, un grand insectoïde, fit claquer ses mandibules. Pas de grains humains, pas de vrai café. Cette version synthétique provient des colonies d'Orion. À prendre ou à laisser. Des scènes similaires se déroulèrent sur des milliers de mondes. Des objets autrefois considérés comme courants étaient désormais des produits de luxe. Le café, le blé, certains métaux et l'électronique spécialisée que les humains produisaient en abondance se firent soudainement rares. Au trésor du Conseil, les fonctionnaires se réunirent en urgence. Le crédit galactique avait encore perdu 10% de sa valeur du jour au lendemain. « Cela ne peut pas continuer », a déclaré le ministre en chef des Finances, Vaughan, sa balance prenant une teinte orange inquiète. Sans réserve monétaire humaine pour soutenir notre système de crédit, nous risquons un effondrement. Son assistance a projeté un graphique montrant les flux commerciaux à travers la galaxie. De vastes secteurs, autrefois animés par une activité intense, apparaissaient désormais ternes, voire sombres. 15% du commerce interstellaire a tout simplement disparu, expliqua l'assistant. Les humains n'étaient pas seulement vendeurs et acheteurs. Ils étaient transporteurs et intermédiaires. Leur flotte marchande transportait des marchandises pour de nombreuses espèces trop petites pour entretenir leurs propres vaisseaux. Aux confins de l'espace du Conseil, la petite planète Raxus était confrontée à une crise sanitaire. Le peuple raxien, avec sa biologie unique,
s'appuyait sur des médicaments spécialisés produits exclusivement dans des laboratoires médicaux humains. Leur ambassadeur, désespéré de trouver des solutions, se rendit secrètement aux confins de l'espace humain. Le petit vaisseau diplomatique s'approcha du périmètre de défense extérieur de la Terre. Aussitôt, 2 élégants vaisseaux humains apparurent à ses côtés. Vaisseau raxien, ici la défense de la Terre. Expliquez votre mission, fut le message. Ici l'ambassadeur Clène de Raxus, répondit l'ambassadeur. Nous sommes confrontés à une urgence médicale. Nous souhaitons parler aux autorités médicales humaines. Après un bref silence, les vaisseaux de défense escortèrent le vaisseau raxien jusqu'à une station spatiale en orbite autour de Mars. Là, l'ambassadeur rencontra le docteur Elena Bennett, médecin-chef. « Nous comprenons votre situation », dit le docteur Bennett avec gentillesse mais fermeté, « mais la position de notre gouvernement est claire. Nous n'avons pas de relations officielles avec les membres du Conseil, mais les gens souffrent, plaida l'ambassadeur Clène. Nous avons toujours été amicaux envers les humains. Le docteur Bennett glissa un petit paquet sur la table. Il s'agit d'un approvisionnement de 6 mois du médicament dont votre peuple a besoin, accompagné des instructions de fabrication. Considérez cela comme une aide humanitaire, pas comme un échange diplomatique. Nous ne laisserons pas des innocents souffrir. L'ambassadeur accepta le colis avec gratitude. Le Conseil s'est trompé sur les humains, dit-il doucement. Dites-leur cela à votre retour, répondit le docteur Bennett. De retour sur Terre, Dr. Samuel Green a publié son article controversé, Exploitation systématique, qui explique comment le Conseil galactique a délibérément entravé le développement humain. Ce document s'est rapidement répandu dans l'espace humain et a filtré dans les réseaux du Conseil malgré les tentatives de blocage. L'article détaillait comment les accords commerciaux du Conseil avaient systématiquement sous-évalué les biens humains, comment le partage des technologies avait été unilatéral et comment l'innovation humaine avait été subtilement mais délibérément limitée par des réglementations. Pendant 3 siècles, le Dr. Green a écrit « Les humains ont été traités comme des partenaires utiles, mais subalternes, dans les affaires galactiques. Les espèces du Conseil ont bénéficié de notre créativité unique, tout en veillant à rester dépendantes de leurs systèmes établis. Le Conseil galactique a convoqué une session d'urgence. Des représentants de toutes les espèces majeures y ont assisté, abandonnant leurs cérémonies habituelles au profit d'une discussion urgente. « Nous devons ramener les humains, dit le délégué Centauri. Offrez-leur de meilleures conditions, une plus grande représentation. Ils ne croiront plus jamais à de telles offres, répliqua le ministre du Commerce valaxien. Ils ont vu en coulisses que le représentant Selnar, qui avait autrefois ignoré les préoccupations humaines, semblait désormais sincèrement inquiet. Peut-être devrions-nous envisager des mesures plus directes pour les ramener au pouvoir. L'idée flottait dans l'air, menaçante et indéfinie. Dans l'espace habité, les réseaux satellitaires ont détecté une activité militaire accrue du Conseil près des régions frontalières. La présidente Martinez et son Conseil de sécurité ont examiné ces renseignements. Ils sont désespérés, a déclaré l'amiral William Taylor, mais ils ne comprennent pas ce qui les attend. Qu'ils viennent s'ils le souhaitent, a déclaré le président Martinez. Ils découvriront que nous avons été très occupés ces 15 derniers mois. Les secousses économiques allaient laisser place à des chocs plus importants, la galaxie découvrant à quelle vitesse les humains pouvaient progresser lorsqu'ils étaient livrés à eux-mêmes. 9 mois après le retrait de l'humanité, le poste d'observation Centauri, situé aux confins du système solaire, a détecté des relevés énergétiques inhabituels. Le commandant du poste, un vétéran de 50 ans, n'avait jamais rien vu de tel. Les schémas ne correspondent à aucune technologie connue, a-t-il déclaré à ses supérieurs via un canal sécurisé. La production d'énergie est massive, mais contrôlée. Cela provient de ce qui semble être une nouvelle station humaine près de Jupiter. La division scientifique du Conseil a analysé les données pendant des jours. Leur conclusion a suscité une vague d'inquiétude au plus haut niveau de la direction du Conseil. Si ces relevés sont exacts, a indiqué le scientifique responsable,
les humains ont développé des méthodes de production d'énergie au moins 3 générations plus avancées que notre technologie actuelle. Pendant ce temps, sur une petite colonie minière du système Tassidi, des commerçants du Conseil arrivaient et découvraient de nouvelles plateformes de défense en orbite. La colonie humaine, autrefois considérée comme vulnérable et dépendante de la protection du Conseil, était désormais hérissée de technologies inconnues. Nous espérions négocier de nouveaux contrats miniers, expliqua le chef de la délégation commerciale au gouverneur de la colonie, Jack Nelson. Jack sourit poliment. Nous ne souhaitons pas reprendre le commerce pour le moment, mais votre colonie a toujours eu besoin de la sécurité du Conseil, insista le délégué. Les pirates ne posent plus de problèmes dans ce secteur depuis des mois, conclut Jack. Nous sommes désormais tout à fait capables d'assurer notre propre sécurité. Alors que le vaisseau du Conseil s'éloignait, ses capteurs détectèrent des boucliers énergétiques bien plus puissants que ce qu'une petite colonie devrait posséder. Leur rapport au Conseil s'ajouta aux preuves grandissantes d'un événement sans précédent dans l'espace habité. À bord de la station de recherche Galileo, en orbite autour de la Lune, l'ingénieur Maria Wallace dirigeait une équipe chargée de finaliser un nouveau système de propulsion. Ses travaux théoriques sur les voyages à une vitesse supérieure à la lumière avaient autrefois été ridiculisés par les scientifiques du Conseil, les qualifiant de mathématiques erronées et de physique fantaisiste. Son assistante annonça que la séquence de test finale était terminée. Le moteur est stable à 300% du maximum standard du Conseil. Marianne hocha la tête avec satisfaction. Lancement de la production des 50 premières unités. Les vaisseaux coloniaux seront modernisés en premier, suivis de la flotte de défense. Dans l'espace du Conseil, un vaisseau éclaireur s'aventura prudemment vers l'ancienne colonie humaine de New Eden. La colonie avait été considérée comme abandonnée lorsque les humains s'en étaient retirés. La mission du vaisseau éclaireur était d'évaluer la planète en vue d'une éventuelle réinstallation du Conseil. Alors que le vaisseau approchait du bord du système, 3 vaisseaux de configuration inconnue apparurent. Leur conception était clairement humaine, mais différente de tout vaisseau humain documenté auparavant. La transmission provenait d'un vaisseau du Conseil non identifié. Ici, le capitaine Steve Rogers, de la Défense de la Terre. Ce système est sous protection humaine. Expliquez votre objectif. Le pilote du Conseil déglutit nerveusement. Mission de service de routine. Nous pensons que cette colonie a été abandonnée. Vous avez été mal informé, répondit le capitaine Rogers. Toutes les colonies humaines restent sous notre protection, qu'elles soient habitées ou non. Veuillez faire demi-tour. Le vaisseau du Conseil battit rapidement en retraite. Cette rencontre s'ajouta à la liste croissante des preuves que les humains étaient loin de souffrir de leur isolement. Sur la planète natale du Conseil, la division des sciences organisait une session spéciale pour examiner les anciens articles théoriques de Maria Wallace sur les voyages à une vitesse supérieure à la lumière, articles qu'ils avaient rejetés des années auparavant. Ces calculs étaient exacts, admit le physicien en chef. L'air troublé, nous avons manqué la signification de son approche en 4e dimension, car elle ne correspondait pas à nos modèles établis. Auraient-ils vraiment pu le construire ? Demanda un membre du Conseil. Si tel était le cas, répondit le physicien, leur vaisseau pourrait se déplacer sans utiliser notre réseau de portes de saut. Ils seraient totalement indépendants de nos itinéraires de voyage contrôlés. Les implications s'imposèrent lentement. Pendant des siècles, le pouvoir du Conseil reposait en partie sur le contrôle du réseau de portes de saut qui permettait les voyages interstellaires rapides. Si les humains avaient développé une alternative, l'équilibre stratégique de la galaxie aurait été radicalement modifié. En orbite terrestre haute, le président Martinez a visité la toute nouvelle base de docks spatiaux. D'immenses vaisseaux en construction s'étendaient sur des kilomètres. Combien de temps faudra-t-il pour que la flotte soit prête ? Demanda-t-elle à l'amiral Taylor. Les 20 premiers navires seront opérationnels d'ici quelques semaines, répondit-il. Ils sont tous équipés du Wallace Drive et des nouveaux systèmes défensifs. Le président Martinez acquiesça. Et le Conseil ?
De plus en plus inquiet, dit l'amiral avec un léger sourire. Ils ont intensifié leurs tentatives de surveillance, mais ils continuent d'utiliser une technologie que nous avons désormais dépassée. Ils ne voient que ce que nous leur permettons de voir. Bien, dit-elle. Assurons-nous qu'ils voient suffisamment pour comprendre que l'équilibre a changé, mais pas assez pour savoir ce qui va suivre. Un an après le retrait de l'humanité, le Conseil galactique a finalement admis qu'il y avait une crise. Les réseaux commerciaux étaient en désordre. Les espèces plus petites du Conseil étaient confrontées à des pénuries de ressources. Le système de crédit continuait de s'affaiblir. Plus inquiétant encore, l'espace humain était devenu une boîte noire. L'information ne sortait que lorsque les humains le permettaient. Le grand ministre Zorax, le plus haut fonctionnaire du Conseil, se tenait devant l'assemblée d'urgence. Ses écailles bleues, habituellement brillantes, semblaient ternies par le stress. « Nous ne pouvons plus prétendre que cette situation se résoudra d'elle-même », annonça-t-il. « Je conduirai personnellement une délégation de haut niveau sur Terre pour négocier le retour de l'humanité au sein de la communauté galactique. » La salle du Conseil exprima un mélange de soulagement et d'inquiétude. Aucun grand ministre n'avait jamais visité la Terre ou Mastéter auparavant. Le symbolisme n'échappa à personne. Le plus impressionnant vaisseau diplomatique du Conseil, flanqué d'une garde d'honneur de 8 vaisseaux, approcha du système solaire une semaine plus tard. La délégation comprenait des représentants de toutes les principales espèces du Conseil. En atteignant la frontière extérieure du système, des capteurs détectèrent de multiples plateformes de défense inexistantes un an plus tôt. La délégation transmit ses lettres de créance diplomatiques et demanda l'autorisation d'approcher la Terre. Pendant 3 heures, elle attendit dans un silence tendu. Finalement, une réponse arriva. Délégation du Conseil. Un accès limité à l'espace terrestre vous est accordé. Suivez scrupuleusement la trajectoire de vol transmise. Tout écart sera considéré comme un acte hostile. Les vaisseaux du Conseil étaient escortés par 4 vaisseaux humains de conception inconnue. Les délégués extraterrestres les observaient à travers des hublots tandis qu'ils passaient devant d'immenses stations spatiales et des chantiers navals en pleine activité. Le plus inquiétant était la présence de vaisseaux en construction, clairement conçus pour des opérations à longue portée, dont la configuration suggérait une puissance de feu importante. Une fois en orbite terrestre, la délégation fut transférée à bord d'une navette. Elle atterrit au siège du gouvernement de la Terre unie à Genève. La présidente Martinez attendait dans une simple salle de réunion, entourée de seulement 2 conseillers. « Grand ministre Zorax », dit-elle d'un hochement de tête poli. « Votre visite est sans précédent. » Le grand ministre salua le conseil. « Président Martinez, je vous présente le souhait du Conseil de renouveler votre amitié. Vous avez 15 minutes pour nous faire part de votre intention, » répondit le président Martinez sans lui rendre le geste cérémoniel. « J'ai un emploi du temps chargé. » Zorax cligna des yeux, surpris. Selon le protocole du Conseil, une réunion de ce niveau impliquerait normalement des heures de formalité avant toute discussion. « Nous proposons des conditions généreuses pour le retour de l'humanité au Conseil, » dit-il, se remettant rapidement. Double représentation dans tous les organes du Conseil. Statut commercial privilégié. Une réduction de 30% de la surveillance réglementaire pour les colonies humaines. Le président Martinez écouta sans un mot. « Nous reconnaissons qu'il y a eu des malentendus, » poursuivit Zorax. « Le Conseil apprécie les contributions uniques de l'humanité à la société galactique. Ces termes reflètent cette valeur. » Lorsqu'il eut terminé, le président Martinez se leva. « Grand ministre, il y a 1 an, nous aurions pu nous réjouir d'une telle offre. Aujourd'hui, elle n'a plus d'importance. » « Nous pouvons certainement négocier. »« Ce n'est pas une négociation, » interrompit-elle. « L'humanité n'a aucune envie de revenir à un système conçu pour limiter notre potentiel tout en exploitant nos ressources et notre créativité. Nous avions besoin de temps à part pour voir clairement quelle était la véritable nature de notre relation. » Elle se dirigea vers la porte. « L'amiral Taylor vous raccompagnera jusqu'aux confins de notre système. » L'amiral William Taylor, un homme grand et sévère,
ramena la délégation stupéfaite à leur navette. Durant le voyage de retour, Zorax fit une dernière tentative. « Amiral, vous comprenez sûrement les avantages de la coopération plutôt que de l'isolement, dit-il. Le Conseil défend la paix et la stabilité depuis des millénaires. » L'amiral Taylor regarda l'extraterrestre d'un air calme. « Grande ministre, nous ne sommes pas isolationnistes. Nous avons simplement reconnu que les termes de notre relation étaient injustes. » « Un peu. »« Alors que veulent les humains ?» demanda Zorax, frustré. « Du temps, » répondit l'amiral. « Nous avons besoin de temps pour réévaluer notre place dans la galaxie. Lorsque nous serons prêts pour de nouvelles relations, elles seront fondées sur une véritable égalité et non sur son illusion. » Alors que les vaisseaux du Conseil quittaient l'espace terrestre, leurs capteurs enregistrèrent une activité supérieure à celle détectée à leur arrivée. De nouveaux vaisseaux se déplaçaient avec d'étranges signatures énergétiques, des travaux de construction d'une ampleur sans précédent. De retour sur la planète natale du Conseil, le grand ministre Zorax présenta son rapport au Conseil interne. « Ils ne reviendront pas, » déclara-t-il solennellement. « Du moins pas selon nos conditions. »« Et ensuite ?» demanda un membre âgé du Conseil. « Pour la première fois dans l'histoire du Conseil, » répondit Zorax, « je ne sais vraiment pas. » 15 mois après le retrait de l'humanité, la situation prit une tournure inattendue. Un jeune commis aux archives du Conseil découvrit des schémas d'accès inhabituels dans la section des archives confidentielles. Quelqu'un copiait systématiquement des fichiers classifiés relatifs à la réglementation technologique. La faille de sécurité a été identifiée comme provenant des codes d'accès privés d'un membre du Conseil. Le scandale a éclaté sur les réseaux d'information galactiques. Des documents sécurisés ont fuité sur les chaînes publiques. Les fichiers ont révélé des faits choquants. Le Conseil avait délibérément réprimé l'innovation humaine pendant des décennies. Le professeur Daniel Adams, directeur des sciences cognitives à l'Université Luna, est apparu sur le réseau mondial de la Terre pour expliquer l'importance des documents divulgués. Ces dossiers confirment ce que nous soupçonnions depuis longtemps, a-t-il déclaré, l'air sérieux. Le Conseil a établi des calendriers de développement technologique en fonction des modèles propres à chaque espèce. Lorsque les humains ont commencé à progresser trop vite, ils ont créé des réglementations spécifiquement conçues pour nous ralentir. Le professeur a présenté des graphiques montrant comment les brevets et les innovations humaines ont été systématiquement retardés par la bureaucratie du Conseil. Le plus inquiétant est cette étude interne du Conseil, a-t-il poursuivi. Elle prouve qu'ils ont découvert il y a 30 ans que les humains sont la seule espèce connue, capable de certains types de résolution intuitive de problèmes. Au lieu de célébrer cette capacité unique, ils ont classifié l'information et créé des comités de surveillance spéciaux pour les projets de recherche humaine. Sur les mondes du Conseil, la réaction du public a été immédiate et conflictuelle. Certaines espèces protestèrent contre la tromperie de leur gouvernement. D'autres craignirent les conséquences que l'innovation humaine pourrait avoir sur l'ordre établi. Dans une petite salle de conférence sur la planète natale des Valaxiens, le ministre du Commerce Krell rencontra secrètement des représentants de 6 espèces plus petites du Conseil. « Nous ne pouvons plus faire confiance aux dirigeants du Conseil pour agir dans notre intérêt, » dit Krell d'une voix douce. « Ils ont caché la vérité sur les humains, et maintenant nous subissons toutes les conséquences de leur départ. »« Que proposez-vous » demanda le délégué raxien. « Une action indépendante, » répondit Krell. « Notre espèce a toujours entretenu de bonnes relations avec les humains. Peut-être serait cette île ouverte à des accords bilatéraux en dehors du cadre du Conseil. » La nouvelle de cette réunion parvint au Conseil en quelques jours. Le représentant des Tselmas était furieux. « C'est une trahison !» cria-t-il. « Aucune espèce ne peut établir de relations diplomatiques indépendantes sans l'approbation du Conseil. » Le grand ministre Zorax semblait fatigué. Sans l'approbation du Conseil. Le grand ministre Zorax semblait fatigué. Et pourtant, quel choix avons-nous? Les humains ne reviendront pas, et les espèces plus petites souffrent du manque d'accès aux biens et services humains. Aux confins de l'espace humain,
Un appel de détresse retentit sur les fréquences d'urgence. Un vaisseau de colonisation Vexri, transportant des milliers de civils, avait subi de graves pannes système, alors qu'il tentait d'établir une nouvelle colonie. Les pirates avaient détecté leur vulnérabilité et se rapprochaient. Le lieutenant Gregory Palmer, commandant du patrouilleur humain Horizon, reçut l'appel de détresse. « Le Conseil s'attend à ce que nous l'ignorions », commenta son premier officier. « Ils ne sont plus nos alliés. » Greg secoua la tête. « Ce sont des civils en danger. C'est tout ce qui compte. » Il se tourna vers son officier de communication. « Alertez le commandement terrestre que nous intervenons pour une urgence humanitaire hors de notre territoire. » L'Horizon arriva juste au moment où les premiers navires pirates commençaient à encercler le vaisseau Vexari endommagé. Sans hésiter, Greg ordonna à son équipage d'agir. « Vaisseau inconnu. Ici le lieutenant Palmer de la défense terrestre. Reposez-vous et retirez-vous immédiatement. » Les pirates, s'attendant à une proie facile, furent choqués de faire face à une intervention humaine. Lorsqu'ils refusèrent de battre en retraite, l'Horizon démontra de nouveaux systèmes d'armes qui neutralisèrent instantanément 2 navires pirates. Les autres prirent la fuite. Le capitaine Vexari fut submergé de gratitude. « Le Conseil nous a dit que les humains étaient devenus hostiles à toutes les espèces extérieures. Et pourtant, vous risquez votre vie pour nous. Nous avons des problèmes avec le Conseil, pas avec des innocents, » expliqua Grave, tandis que son équipe d'ingénieurs aidait à réparer le vaisseau Vexuri. « Nous n'avons jamais souhaité l'isolement, juste un traitement équitable. La vidéo du sauvetage s'est répandue dans l'espace du Conseil, contredisant le récit officiel selon lequel les humains étaient devenus de dangereux xénophobes. L'enregistrement a montré une technologie humaine bien au-delà de ce qui aurait dû être possible après seulement 15 mois de développement indépendant. Les analystes militaires du Conseil ont examiné les images avec une inquiétude croissante. Si c'est ce qu'ils sont prêts à nous montrer, a déclaré un général, imaginez ce qu'ils cachent. Sur Terre, la présidente Martinez a rencontré son cabinet pour discuter de la prochaine phase de leur stratégie. Le Conseil commence à se fracturer, a-t-elle noté, comme nous l'avions prédit. « Et notre réponse ?» demanda un ministre. Le président sourit. « Nous proposons désormais une alternative. 18 mois après le retrait de l'humanité, la Terre a agi. Le président Martinez s'est adressé non seulement à l'humanité, mais à toute la galaxie. L'émission a été diffusée sur toutes les fréquences, contournant les contrôles de communication du Conseil. À tous les êtres doués de conscience de la galaxie, commença-t-elle d'une voix calme et déterminée. Depuis un an et demi, l'humanité travaille de manière indépendante pour tracer sa propre voie. Aujourd'hui, nous sommes prêts à réintégrer la société galactique, mais à de nouvelles conditions. Des images de stations spatiales gigantesques, de vaisseaux sophistiqués et de colonies humaines florissantes apparurent à ses côtés. Nous avons annoncé la création de la coopérative terrienne, une alternative au Conseil galactique fondée sur les principes d'égalité véritable, de commerce équitable et de liberté technologique. Elle en a expliqué les principales différences. Aucune espèce ne disposerait d'un droit de veto spécial. Le développement technologique ne serait pas limité par des délais artificiels. Les accords commerciaux bénéficieraient à toutes les parties de manière égale. Toute espèce souhaitant rejoindre la coopérative terrienne ou établir des relations avec elle peut contacter nos bureaux diplomatiques, désormais ouverts en espace neutre près du système Arcturus. Le Conseil a convoqué une session d'urgence quelques heures après la diffusion. La salle était plongée dans le chaos. Il s'agit d'une violation flagrante de la loi galactique. Le représentant d'Excelmar a crié « Aucun organe directeur alternatif ne peut être créé sans l'approbation du Conseil. » Pendant qu'il parlait, des assistants transmettaient des messages urgents à divers représentants. 7 espèces plus petites du Conseil avaient déjà annoncé leur intention d'établir des relations avec la coopérative terrienne. Le grand ministre Zorax avait l'air sombre. « Nous sommes confrontés à un choix.
Soit nous nous adaptons à cette nouvelle réalité, soit nous risquons de perdre tout ce que nous avons bâti au fil des millénaires. Le débat fit rage pendant des jours. Pendant ce temps, un flot ininterrompu de vaisseaux diplomatiques arrivait au nouvel avant-poste humain près d'Arcturus. Des représentants de dizaines d'espèces venaient chercher des informations ou apporter des propositions de coopération. Parmi les premiers se trouvait une délégation du lointain Hamas de la Myriade, une région qui avait toujours entretenu des contacts minimes avec le Conseil. Nous observons le Conseil avec inquiétude depuis des siècles, déclara leur ambassadeur à l'équipe diplomatique humaine. Votre coopérative offre une alternative rafraîchissante. Sharon Kelly, la nouvelle directrice des relations extérieures de la Terre, accueillit chaque délégation personnellement. Nous ne cherchons pas à remplacer le Conseil ni à déclencher un conflit, a-t-elle expliqué. Nous voulons simplement créer un système où toutes les espèces peuvent prospérer selon leur propre développement naturel. Dans l'espace humain, les nouveaux vaisseaux Wallace Drive sont sortis en nombre croissant des chantiers navals. Contrairement aux vaisseaux du Conseil, qui nécessitaient des portes de saut coûteuses pour voyager plus vite que la lumière, ces vaisseaux pouvaient effectuer leur propre saut depuis n'importe quel endroit. Le capitaine Eric Peterson commandait le premier navire commercial équipé du nouveau moteur, le navire marchand Northern Star. « Cela change tout », annonça-t-il à son équipage, alors qu'ils préparaient leur voyage inaugural. Nous pouvons établir des routes commerciales vers des régions que le Conseil n'a jamais envisagées, car trop éloignées des portes de saut. L'étoile polaire disparut de l'espace terrestre dans un éclair de lumière bleue, réapparaissant parfaitement juste près d'une petite colonie minière qui dépendait jusqu'alors entièrement du transport maritime du Conseil. Le gouverneur de la colonie fut stupéfait. Le Conseil nous avait dit qu'un ravitaillement prendrait 3 mois. Vous êtes arrivés en quelques jours. Eric sourit. Et nous pouvons proposer de meilleurs prix puisque nous ne payons pas les frais de transit au Conseil. Alors que la rumeur se répandait que des vaisseaux humains contournaient le réseau Jumpgate, le Conseil se retrouva confronté à une nouvelle crise. Pendant des millénaires, il avait contrôlé le commerce interstellaire grâce à son monopole sur le système Jumpgate. Cet avantage s'évanouissait à présent. Le Conseil galactique a officiellement condamné la coopérative de Turin, la déclarant illégale. Il a menacé de sanctions économiques tout membre du Conseil qui établirait des relations avec elle. Cette déclaration est arrivée trop tard. 15 anciennes espèces du Conseil avaient déjà annoncé leur intention de rejoindre la coopérative. Des dizaines d'autres entretiennent des relations bilatérales avec les deux organisations. La présidente Martinez a examiné les derniers rapports avec ses conseillers. Les sanctions du Conseil sont dénuées de sens, a souligné son ministre de l'Économie. Notre nouveau réseau commercial ne repose pas sur leurs infrastructures. Et militairement, a demandé la présidente. L'amiral Taylor a montré des cartes tactiques montrant le nouvel équilibre des forces. Ils sont toujours plus nombreux que nous, mais notre technologie a fait un bond en avant. Plus important encore, ils le savent. Ils ne risqueront pas un conflit ouvert. Martinez acquiesça. Alors, nous procédons comme prévu. La galaxie change, et nous contribuons à guider ce changement. Dans tout l'espace humain, les citoyens ont célébré leur nouvelle position de force. Après des siècles d'outsiders discrets dans la politique galactique, l'humanité avait trouvé sa voie et découvert sa puissance. 2 ans après son retrait, la galaxie avait bien changé. Le Conseil galactique existait toujours, mais son pouvoir avait considérablement diminué. Plus de 30 espèces avaient pleinement rejoint la coopérative terrienne. Plus important encore, le Conseil lui-même avait commencé à évoluer face à la concurrence. Sur la planète natale du Conseil, la salle intérieure reflétait cette nouvelle réalité. La table circulaire, autrefois dominée par les espèces fondatrices, offrait désormais des sièges égaux à tous les membres. Ces réformes étaient arrivées trop tard pour empêcher l'exode de nombreuses espèces, mais elles représentaient le premier véritable changement dans la structure du Conseil depuis des millénaires. Le grand ministre Xorax s'adressa à l'Assemblée réformée. Nous sommes confrontés à des défis sans précédent.
La coopérative terrienne se renforce chaque jour. Nous devons nous adapter ou devenir insignifiants. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Même les représentants de Selma, autrefois arrogants, avaient adopté un ton plus humble ces derniers mois. J'ai appris qu'un vaisseau diplomatique humain s'approchait de notre espace, poursuivit Zorax. Il semble qu'il souhaite établir des relations officielles entre nos organisations. La nouvelle fit grand bruit. Après 2 ans de séparation et de rivalité, les humains tendaient un rameau d'olivier. Le vaisseau diplomatique, un élégant vaisseau nommé Unity, arriva 3 jours plus tard. Sa conception mettait en valeur les avancées technologiques humaines sans paraître ouvertement militaire. L'ambassadrice Nicole Barnes, diplomate respectée ayant servi aux Nations Unies sur Terre avant le retrait, dirigeait la mission. Le Conseil l'accueillit avec tous les honneurs diplomatiques, contrastant fortement avec la manière dont il avait traité les représentants humains par le passé. Madame l'ambassadeur Barnes, le grand ministre Zorax, l'accueillit dans une grande salle de réception. Votre présence nous honore. Nous espérons un dialogue renouvelé entre nos peuples. Neckel sourit poliment. Grand ministre, je vous transmets les salutations du président Martinez et de la coopérative Turan. Nous sommes venus discuter de l'avenir des relations galactiques. Dans une salle de réunion privée, Nickel présenta les termes du renouvellement des relations diplomatiques entre le Conseil et la coopérative. Les membres du Conseil écoutèrent avec une surprise croissante. « Ah, ces conditions ne sont pas celles que nous attendions », admit Zorax après avoir terminé. « À quoi vous attendiez-vous » demanda Nickel. « Des demandes de territoire, des transferts de technologie, des réparations pour les mauvais traitements passés. » Nickel secoua la tête. « Ça n'a jamais été notre objectif. Nous ne cherchons pas à remplacer le Conseil ni à dominer les affaires galactiques. Nous voulons simplement des conditions de concurrence équitables où toutes les espèces peuvent se développer selon leur potentiel naturel. L'accord proposé établit des limites claires entre l'espace communal et l'espace coopératif, des zones de libre-échange accessibles aux 2 parties, et des projets scientifiques conjoints avec un partage équitable des découvertes. Plus important encore, il comprenait des dispositions de défense mutuelle contre les menaces extérieures. L'humanité reconnaît que, divisés, nous sommes tous vulnérables, a expliqué Nicole. Unis, même en tant qu'entités séparées, nous assurons la paix et la prospérité pour tous. Le Conseil a débattu pendant des jours. Certains membres ont résisté à tout compromis, y voyant un aveu de défaite. D'autres ont reconnu la sagesse de la proposition. Finalement, le pragmatisme a pris le dessus sur l'orgueil. Sur une station spatiale neutre, à la frontière entre le Conseil et le territoire coopératif, le grand ministre Zorax et le président Martinez se sont rencontrés en personne pour la cérémonie officielle de signature. Des représentants de centaines d'espèces ont assisté à ce moment historique. Ce jour marque un nouveau départ, a déclaré le président Martinez après la signature de l'accord. Non pas un retour en arrière, mais un pas vers un avenir meilleur. Zorax a apposé sa signature au document. Le Conseil existe depuis des millénaires parce qu'il s'est adapté lorsque cela s'avérait nécessaire. Aujourd'hui, nous nous adaptons à nouveau. Dans les années qui ont suivi, les 2 organisations ont prospéré chacune à leur manière. Le Conseil a conservé ses traditions et son approche délibérative de la gouvernance galactique. La coopérative a fait sienne l'innovation et la flexibilité. Les citoyens des 2 pays ont bénéficié de la concurrence et de la coopération qui les unissait. Sur Terre, le professeur Daniel Adams a actualisé son étude historique sur les capacités cognitives humaines. Sa conclusion a résumé l'essentiel de ce qui s'était passé. « Les humains n'ont jamais eu besoin de dominer la galaxie », écrivait-il. « Nous avions simplement besoin de la liberté d'être nous-mêmes. En recherchant cette liberté, nous avons involontairement contribué à transformer la société galactique pour le meilleur. Notre plus grande force ne résidait pas dans la technologie ou les ressources, mais dans notre refus d'accepter des limitations artificielles à notre potentiel.
Les archives du Conseil ont ajouté un nouveau document historique. Le retrait des humains, autrefois perçu comme un désastre diplomatique, s'est avéré être le catalyseur de la plus grande réforme de l'histoire du Conseil. En leur absence, nous avons découvert à quel point nous étions devenus dépendants d'eux. Leur retour sur un pied d'égalité a permis de trouver une meilleure voie pour toutes les espèces. La galaxie avait changé à jamais, non pas par la guerre ou la conquête, mais par le pouvoir silencieux de s'éloigner d'un mauvais accord et d'avoir la force d'en proposer un meilleur.